une illustration comme ça qui me vient à l'esprit, c'est un peu l'image d'un arbre avec des racines. Donc j'arrive sur un territoire A, le temps de m'enraciner, tac, j'ai mes racines. Quelques temps après, il va falloir que je me déracine pour aller ailleurs, et encore planter de nouvelles racines, et ainsi de suite. Alors, je me disais, étant donné que les racines sont un peu le siège, si tu veux, de la nutrition de l'arbre, tout vient du sol, ça monte. Donc ça fait comme si dans l'arbre, il y a plusieurs en fait nutritions de différents endroits et tout. Il faut vraiment avoir une certaine intelligence intrapersonnelle pour pouvoir assimiler. C'est un peu comme si je mangeais plusieurs choses. Je mange chinois, tout ça. Et finalement, comment est-ce que je digère? Donc, il faut vraiment une espèce d'intelligence intrapersonnelle pour pouvoir faire le tri et pouvoir trouver un peu comme un équilibre, en fait. Sinon, ça fait un peu, en gros, n'importe quoi. Oui. Oui, en effet, cette imagerie en fait, de l'arbre est très intéressante parce que justement, quand on est un enfant de troisième culture, on n'est pas forcément enraciné dans un sol. Parce qu'automatiquement, quand on pense à un arbre, c'est qu'il est planté à un endroit et il ne bouge jamais. Mais il y a aussi, quand on regarde un peu les bambous qu'on a dans les maisons, qu'on peut mettre dans de l'eau et qui sont toujours nourris en fait. Mais ça reste éphémère parce que tu peux changer l'eau tout le temps. C'est ça. Mais l'arbre reste là et il pousse toujours et il change et c'est la même chose. Donc c'est juste que les enfants de troisième culture sont pas enracinés dans un sol précis, mais qui sont plus dans un bocal et avec de l'eau autour et ça les nourrit. Et donc on peut dire que est-ce que c'est aussi solide qu'une personne qui serait enracinée dans un seul et même endroit et qui grandirait comme un grand chêne, ou juste que tu resteras ce petit bambou là que tu as dans ta maison et qui pousse pas plus qu'un mètre quoi. Et ça dépend en fait, tout dépend de l'individu, de leur capacité justement à ingérer ces informations qu'ils ont autour d'eux, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Non seulement il y a les informations de la société autour, de l'école dans laquelle ils vont, mais il y a aussi les informations de la culture dont ils décident de s'imprégner. Surtout, moi j'ai grandi à une autre époque, donc on n'avait pas forcément internet et l'accessibilité à d'autres cultures à foison et sur le toucher de nos doigts en fait. Et donc il y a aussi cet aspect-là en fait, les enfants choisissent un peu ce qu'ils veulent devenir et ce qu'ils ne veulent pas devenir. Et cette nutrition, elle peut être bonne. Mais si elle est trop intense, si elle est trop condensée, elle peut être aussi mauvaise. Tout est une question d'équilibre en fait, de choisir de manière équilibrée et surtout d'avoir la discussion. Je pense que pour cette compréhension interne, il faut avoir une capacité de discuter avec les parents, de discuter avec les alentours, les amis, en fait, se sentir capable de s'exprimer en tant qu'individu et que le fait qu'on soit ce que l'on est n'est pas une mauvaise chose, en fait, que ce n'est pas une stigmatisation et qu'en fait, c'est surtout d'avoir cette possibilité de s'exprimer. Parce qu'en soi, encore une fois, comme je peux arrêter de le souligner, ce n'est pas le choix de l'enfant, c'est le choix des parents, c'est une imposition sur la personne. Et il y a des gens qui vont faire un rejet de ce qu'ils sont et qui vont justement s'installer quelque part et tout simplement arrêter de vivre cette vie parce que voilà, il y en a d'autres qui vont se rebeller, il y en a d'autres qui vont tout simplement accepter ça et continuellement vivre comme ça et se disent que c'est leur vie et qui vont déjà planifier comment ils veulent élever leurs enfants dans le futur aussi dans ce même style de vie là parce qu'ils l'ont apprécié, parce qu'ils ont eu un exemple correct ou enfin qu'ils trouvaient adéquat à leur personne, et il y en a d'autres qui tout simplement qui sont un peu perdus et qui se sentent seuls, très seuls, très isolés, surtout si par exemple ils n'ont pas eu la chance de côtoyer d'autres enfants autres que leurs frères et sœurs, s'ils ont des frères et sœurs qui ont cette expérience-là en fait, et de se dire que le fait de pouvoir se voir envers quelqu'un d'autre, donc ça fait un espèce de miroir, et donc se dire j'existe en fait, c'est ça qui leur permet de se dire oui j'existe et que c'est normal, ce que je suis n'est pas une anomalie, ce n'est pas quelque chose d'étrange, et donc du coup pour eux s'ils n'ont pas ce retour-là, ils vont se sentir très seuls et très incomprises et vivre dans des codes sociétaux qui ne leur conviennent pas, tout simplement. Ah oui, donc du coup ça me fait aussi penser aux différentes influences qu'on peut avoir. Donc on sait que de base on peut avoir des influences générationnelles, donc ça c'est vraiment dans la lignée familiale et tout. On a des influences du coup relationnelles qu'on se crée soi-même et que ça impacte aussi sur sa personne. Donc le fait d'avoir aussi de se mélanger à plusieurs cultures, ça peut faire aussi
pareil, on est un peu un sujet qui des fois, dans sa famille, mais j'en le disais aussi tout à l'heure, on se comprend pas. C'est-à-dire, tu reviens en vacances au Congo et puis on dit, ah, mais toi, tu parles comme ça. Ah, mais toi, je te prends pour qui? Mais toi, tu veux manger quoi? Mais qu'est-ce que tu veux montrer? Je ne veux rien montrer. Je suis comme ça parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs cultures et ça fait de moi ce que je suis. En fait, je suis comme ça, en fait. Oui. Donc, on a un peu du mal à se faire accepter au sein de sa famille. Et l'autre souci aussi, c'est le choix du partenaire. Oui. C'est que finalement, si tu te mets avec un partenaire qui lui est pareil que toi, a plusieurs cultures mais qui n'ont rien à voir avec les tiennes, ben je sais pas trop comment est-ce que vous allez faire ce souci-là à des enfants. On donne quoi comme éducation, on apporte quoi comme culture à l'enfant. Il y a l'impact que ça sur la religion. Pareil, je pars du Congo qui est un pays majoritairement chrétien. Je vais aller habiter, je sais pas moi, à Dakar. Pareil, bon, Dakar c'est pas le très bon exemple parce que la population chrétienne est quand même présente et les musulmans et les chrétiens arrivent à bien se mélanger. Je suis dans un pays très musulman. Arabie Saoudite. Ouais, Arabie Saoudite. Voilà, où vraiment là, la culture musulmane m'est imposée dans mon quotidien et tout, dans ma façon de parler, ma façon de m'habiller, ma façon de, voilà. Après, comment est-ce que je fais quoi? Je veux dire après. Il peut avoir des impacts vraiment sur plusieurs niveaux et qui font que petit à petit, on dilue sa culture en fait du pays d'origine. Oui, déjà au niveau de la famille, c'est très très compliqué. Dans le sens où, aussi bien, ça dépend, hein, si par exemple on a un enfant de la diaspora, déjà tout enfant de la diaspora, personnellement je les considère comme des enfants de troisième culture, parce que ce sont des enfants qui font des allers-retours et entre deux mondes différents, aussi bien celui qui est à l'extérieur que celui qui est à la maison. Et quand on dit aller-retour, on va dire forcément qu'on prend l'avion et puis on change de pays. C'est vrai que la maison... À la maison, donc on a des parents qui viennent d'un certain pays et qui ont une certaine culture et à l'extérieur, ce sera une culture complètement différente. Donc c'est cet aller-retour-là, c'est-à-dire que les influences qu'on a à la maison et les influences qu'on a à l'extérieur sont complètement différentes. Et donc, on va dire votre famille nucléaire, donc le père, la mère, les enfants, s'il y a papa, maman, bien évidemment, des fois il n'y a pas, ça c'est déjà une influence. Puis après, ce nucléus au sein d'une grande famille, même à l'étranger, enfin quand vous êtes à l'étranger, si par exemple vous vous expatriez encore et que vous revenez dans cette même famille-là, eh bien vous êtes vu autrement. Parce que oui, mais pourquoi, comme je vais le dire tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'elle veut nous montrer, elle est qui, quoi, parce que maintenant elle a vécu ici, elle veut nous faire croire qu'elle est comme ça, elle est comme si, tu veux nous faire croire quoi, donc tu veux nous montrer que nous on est moins que toi. En fait, il y a aussi ce phénomène d'infériorité qui n'est pas forcément vrai en fait, c'est tout simplement que la personne est partie ailleurs, elle a appris autre chose, elle est revenue et elle en parle quoi. Et souvent ce qui se passe justement au niveau de la famille, parce que tes amis et les relations, tu peux les choisir en fait. Tu peux choisir d'être avec des gens qui sont comme toi et que tu n'as pas besoin de te justifier en permanence. Mais ta famille, tu peux pas la choisir. C'est ça. Donc, on choisit pas sa famille. Non, on choisit pas sa famille. Donc, au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enfant de cette troisième culture aura tendance en fait à amoindrir ses expériences. Et moi, j'en ai parlé avec un autre ami qui est justement italien, mais qui a grandi à Singapour, et qui, lui, est toujours rentré en Italie l'été pour rendre visite à sa famille italienne. Et du coup, il va parler de ses expériences à Singapour, de ses expériences dans une école internationale, ayant des amis d'ici, de là, et qu'il faisait des fêtes comme ci, comme ça, ou autre, enfin bref. Des expériences. Et quand il les expliquait à sa famille, au départ, ça allait, et puis après... on va vite lui faire comprendre, ah mais toi avec ta vie de machin, ceci, cela. Et il a dit, tout simplement quand je vais là-bas, je ne parle pas de mes expériences. Ou je vais parler des expériences avec lesquelles ils peuvent relier en fait, avoir une relation ou comprendre en fait. Mais très souvent ce qui va se passer, c'est qu'on va amoindrir nos expériences, on va pas en parler, tout simplement pour pas que l'autre se sente mal et qui vous le reproche au final en fait. Ouais. Et donc il y a cet aspect-là. Après au niveau relationnel, justement quand on a un partenaire, ça peut être compliqué de trouver. Soit il y a des gens qui vont se sentir à l'aise justement de se retrouver avec un partenaire qui a plusieurs cultures parce que justement il va comprendre que en fait cette réaction-là c'est normal, c'est parce que elle a ça.
Ou alors, on peut trouver un partenaire qui vient d'un seul pays et tout simplement, ce partenaire-là va passer beaucoup de temps à essayer de comprendre en fait comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu fonctionnes. Des choses très basiques comme, je sais pas moi, sortir la poubelle ou je sais pas, des choses comme ça, en fait, des choses de communication surtout. Ou alors le schéma où tu rentres au Congo, c'est la femme qui rentre. Oui. Elle se met avec un Congolais pur. Elle lui dit chérie, sors la poubelle. Exactement, quelque chose comme ça. C'est toi qui sors la poubelle. Oh, change la couche du bébé. Il y en a qui vont te dire, hé, ça c'est toi la femme. Ici c'est pas la France, ici c'est pas ça. Et toi, juste un exemple. Voilà, c'est un exemple, mais c'est quelque chose de très courant et c'est souvent ça qui va créer des problèmes. Ces toutes petites choses-là amenées tout ensemble qui créeront un très grand problème parce que tu vas dire oui mais moi j'ai été comme ça, mais tu vas te faire comprendre mais ici tu n'es plus là-bas. Donc tu dois laisser ce que tu as appris là-bas. Et ici, tu es ceci. Ouais, c'est ça. Et en fait, les gens vont toujours chercher à définir qui vous êtes pour vous. Or que c'est pas à eux de définir qui vous êtes pour vous, en fait. Vous êtes qui vous êtes par rapport aux expériences que vous avez ingérées, comme on a pu le dire tout à l'heure, comme toute la nutrition que vous avez pu avoir. Vous êtes qui vous êtes par rapport à ce que vous êtes exposé. Et donc, ce n'est pas aux autres de choisir ou de décider de définir cela. Mais c'est très compliqué de faire comprendre ça, surtout quand c'est des hommes. Si vous êtes une femme, en fait, quand c'est un homme qui a ce genre d'expérience, tranquille. Mais quand vous êtes une femme, c'est pas la même chose. Beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Voilà. Alors, du coup, là, un dernier point, c'est comment grandir, du coup, de manière équilibrée dans une société, quand on est un enfant de la troisième culture. Alors là, je vais regarder un peu différents panels. Donc là, on a parlé du choix du partenaire. Là, je parlais aussi du couloir professionnel, qui lui aussi a toute son importance. Aussi du couloir de l'éducation de l'enfant. Parce que, pareil, comment est-ce qu'on arrive, du coup, à se dire, voilà, mon enfant, je lui accorde quoi? Est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce qu'on va faire le choix, personnellement, se dire, plus cette culture, je vais la lui donner que l'autre? Voilà. Sachant que l'importance des valeurs dans l'éducation, ça, je veux dire, quoi qu'il en soit, qu'on soit chinois, américain, africain, voilà, belge, j'en sais rien. Il y a des valeurs de base, en tout cas dans l'éducation, qui sont là. Je veux dire, le respect, la politesse, la gentillesse. Il y a des valeurs de base, en fait, qu'il faille inculquer forcément à son enfant. Et voilà, en gros, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu. Comment grandir en fait comme enfant de la troisième culture, c'est qu'il y a plusieurs schémas. Donc il y a des parents qui choisissent de mettre, quand ils s'expatrient, de mettre leurs enfants dans une école locale. Donc quelle que soit la culture du pays, moi je te mets dans l'école normale. Donc voilà. Donc l'enfant va assimiler ce qu'il apprend à l'école. Et donc ces valeurs-là vont être transmises. Il y a des valeurs de base, comme on a dit, l'éducation de base, la gentillesse, la politesse, toutes ces choses-là, elles sont aussi transmises. Et après, il y a d'autres aspects qui seront plus transmis que d'autres. Et donc, par exemple, si on décide de mettre un enfant dans une école locale, il ne faut pas s'étonner qu'à la fin, on ait un enfant, par exemple, si on habite en France, qu'on a un enfant français. Parce que bien évidemment, vous l'avez mis dans une école française. Ou même que ce soit à l'étranger, vous mettez dans votre enfant, vous habitez par exemple au Congo et vous mettez votre enfant dans une école française, cet enfant-là aura des valeurs françaises parce qu'elle passe 80% de son temps à l'école. Donc il y a cet aspect-là. Si vous décidez, par exemple, vous êtes français, les parents, je sais pas, congolais, camerounais, et puis vous avez la nationalité française, mais vous décidez de mettre votre enfant dans une école américaine, cet enfant-là sera américain. Faut pas l'oublier. Et donc le choix de l'éducation que vous faites pour l'enfant scolaire est très important parce que ça lui donnera des bases. Donc les bases, c'est-à-dire la résilience aussi, parce que les enfants de troisième culture qui sont très résilients, ils ont une capacité d'adaptation, mais il y a la résilience parce que si vous n'êtes pas fort, à chaque changement vous vous écroulez. Mais c'est vrai qu'il arrive que même dans votre force et dans votre résilience, quand vous arrivez à un certain âge, cette force, cette résilience-là, vous n'y arrivez plus, tout simplement parce que vous avez tellement dû vous maintenir, vous avez tellement dû vous adapter à chaque fois que, au final, à la fin, vous avez plus de force en fait. Et souvent, les parents peuvent aider dans ce niveau-là, à aider leurs enfants à se relever, à se remonter, parce qu'ils les comprennent.
Je pense que aussi au niveau du choix du travail, en fait, plus tard, par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai étudié des relations internationales, et c'était parce que en étant aux États-Unis, j'avais un job fair, un university fair, donc c'est-à-dire les universités viennent aux États-Unis, c'est comme ça, les universités viennent dans votre école et montrent tous les différents programmes qu'ils ont, et ça vous permet de voir qu'est-ce qu'ils étaient. Et moi, je me disais que je suis aux États-Unis, j'ai déjà grandi au Congo et en France. Je ne sais pas ce que je vais faire après. Je ne peux pas me permettre de choisir une filière qui soit attachée aux États-Unis. Donc, par exemple, être professeur, maîtresse d'école, quelque chose comme ça, ou dans la communication, quelque chose en fait qui était attaché à un pays. Donc, je suis allée voir l'une des personnes et je lui ai demandé. Bon, moi, je suis comme si, j'ai vécu là, j'aime bien l'histoire, la géographie et cela. Est-ce que vous avez quelque chose à me proposer? Et ils me disent, ah ok, d'accord, avec ce genre de background, nous, on a un programme de relations internationales, c'est justement très international et vous pouvez le pratiquer partout. Et j'ai dit, oui, moi, je sais pas si je vais rester aux États-Unis. Et ça, j'avais 16 ans quand j'ai dit ça. Je sais pas si je vais rester aux États-Unis, donc je voudrais avoir quelque chose d'exportable. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai pu aller m'orienter vers les relations internationales qui m'ont exporté encore plus et encore plus et encore plus. Et donc, mais j'avais déjà cette conscience-là, d'esprit à cet âge-là. Il y en a qui ne l'ont pas. Et c'est parce que tout simplement, je sais pas, ils sont pas conscients, ou ça dépend de la personnalité aussi de la personne. Et voilà. Et ensuite, une fois que j'ai étudié tout cela dans tous les pays dans lesquels je l'ai étudié, j'ai décidé de m'orienter en fait plus dans les institutions internationales, parce que dans ce domaine-là, je me suis dit que j'aurais plus de gens qui me ressemblent. J'aurais pas à constamment devoir m'expliquer. Je vais expliquer. C'est-à-dire que moi, ma première expérience de travail, toute première expérience de travail, je l'ai eue aux États-Unis. Mais ma première expérience de travail en bureau, par exemple, je l'ai acquise aux Pays-Bas, qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai fait avant. Et donc, ma manière de travailler, cette formation que j'avais eue, eh bien, elle est néerlandaise. Donc, mais j'avais eu un petit couac, par exemple. Premier jour d'entretien, on m'explique que oui, la pause déjeuner, ça dure 30 minutes. Et moi, je les ai regardés, vous voulez dire quoi par ça dure 30 minutes? Et oui, la pause déjeuner, ici, ça dure 30 minutes. Je fais, mais tu fais quoi en 30 minutes? Tu penches pas. Mais en fait, après, plus tard, j'ai jamais pris une pause déjeuner de 30 minutes parce que tout simplement, pour moi, c'était juste pas faisable. Et après, plus tard, une fois, il y a une de mes boss qui justement reparlait de cette instance-là et qui disait, oui, je me souviens la première fois que je t'ai dit que la pause déjeuner durait 30 minutes, tu m'as regardé avec de très grands yeux et elle m'a expliqué, elle m'a dit oui, parce que je me suis dit, oui, parce qu'elle est française, donc les Français, ils mangent en 2 heures. Ouais. Donc 30 minutes pour manger, c'est pas possible. Et du coup, ils n'ont jamais fait un problème parce qu'ils comprenaient, c'était un milieu qui était déjà international et donc ils prenaient en compte le fait que j'étais internationale et que c'était pas parce que je voulais pas le faire, mais c'était juste parce que culturellement parlant, avec tout ce que j'avais d'autre, eh bien pour moi c'était juste quelque chose que c'était pas faisable. Quand j'ai travaillé à Bruxelles par exemple, dans l'une de lettres de motivation justement j'avais écrit que que j'étais congolaise et j'avais grandi dans tous les pays dans lesquels j'ai grandi et plus tard je suis passée à l'entretien, je l'ai eu et plus tard avec ma boss encore une fois, elle me disait ah oui moi par exemple sur ta lettre de motivation j'ai vu tous les pays que tu avais listés et je voulais voir comment est-ce qu'on allie ça en fait. Comment est-ce que quelqu'un arrive à allier autant de cultures et surtout de continents différents parce que moi c'est intercontinental et différent et est-ce que ça fonctionne. Donc du coup c'est pour ça que je t'ai appelé à l'entretien pour voir et j'ai vu que ça fonctionnait très bien. Et après quand je regarde en arrière c'est que cette boss-là, elle avait des enfants qui étaient, elle était autrichienne et ses enfants le père était français. Donc ils étaient eux-mêmes aussi des enfants de troisième culture. Donc elle voulait voir aussi quand ils grandissent, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça marche bien. Et donc ça marche bien. Mais il y a moi personnellement, j'ai fait le rejet de travailler par exemple pour un seul pays, on va dire, dans un pays, quoi. Dans le sens où il y a aussi l'aspect de patriotisme. Moi, je dis toujours, je suis pas patriotique, tu vois, parce que tout simplement, il y a beaucoup d'influences. Je peux te réciter comment ça s'appelle Il y a quelque chose qu'on récitait tous les jours aux États-Unis.
Comme une hymne nationale, un truc du Voilà, genre. c'est comme une hymne nationale, mais c'était l'allégeance au drapeau américain. D'accord. Ça, je peux te le réciter par cœur, mais en même temps, et je peux te chanter la Marseillaise par cœur, tu vois. Mais je connais pas forcément l'hymne national du Congo ou encore des États-Unis, tu vois. On va l'apprendre. Du Congo, voilà. Donc du coup, voilà. Donc il y a plein d'éléments comme ça, et du coup, au final, quand tu arrives à l'âge adulte et que tu passes à travers la crise d'identité et que tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont un peu choquants à toi-même, et en fait tu dois te poser la question comment est-ce que moi je peux vivre de manière à ce que je m'épanouisse en fait dans ce monde, dans ces sociétés différentes, et donc à un moment moi j'ai fait le choix d'arrêter de m'imprégner trop des cultures extérieures. Parce que, étant plus jeune, j'étais obligée de m'imprégner parce qu'il fallait que je m'adapte. Mais là, maintenant que je suis adulte, je m'accepte comme je suis, parce qu'il y a aussi une question d'acceptance, d'accepter que tu as eu toutes ces expériences-là que tu n'as pas forcément choisies. Par exemple, moi, pour déménager aux États-Unis, je ne voulais pas déménager aux États-Unis. Mais j'avais pas eu le choix. J'avais eu le choix, mais c'était un peu un choix complexe. Contraignant, quoi. Contraignant. Et donc voilà, et on arrive à un certain âge, quand on est assez grand, c'est de se comprendre soi, de s'accepter soi-même, et puis aussi de se préparer à transmettre à la future génération que vous allez produire, qui va être, pour moi déjà de base, assez perdue dès le départ. Mais si moi j'ai la capacité de le transmettre correctement, ils ne le verront jamais comme ça. Voilà, c'est qu'ils le verront jamais comme ça, ils verront jamais qu'ils sont perdus et que voilà, et que ce qu'ils sont c'est bizarre et que voilà. Donc, mais il faut avoir cette conscience d'esprit-là. Il faut avoir aussi dans la diaspora africaine à l'international, c'est souvent opprimé, on va dire. Le fait, on va vouloir aller ramener des enfants dans des pays étrangers et on va vouloir qu'ils s'imprègnent, mais pas trop non plus. Faut surtout pas que tu oublies d'où tu viens. Faut surtout pas. Et que moi je dis toujours que ça se dilue pas, c'est juste une partie de qui on est. Et donc c'est que moi je suis congolaise, j'adore la nourriture congolaise, j'adore les beignets. Quand j'ai envie de baigner à Bruxelles, et ben je me fais des beignets à Bruxelles ou aux Pays-Bas, tu vois. Mais parce que ma mère m'a appris à pouvoir retransmettre aussi cette culture-là, alimentairement parlant, et ça me permet aussi de faire découvrir à mes amis. Avant, étant donné que j'étais consciente, mais je voulais pas imposer en fait tout ce que j'étais aux autres. Du coup, je supprimais en fait des parties de moi-même. Donc en fait, je montrais que l'aspect, on va dire américain, français, quoi, qui n'était pas forcément complètement qui j'étais. Et maintenant que je suis beaucoup plus consciente, eh bien, je décide un peu plus de m'ouvrir et de montrer que oui, je suis aussi congolaise et que c'est une grande partie de qui je suis et que j'ai accepté cette partie-là de moi-même. Pas que je l'avais pas acceptée avant, mais que je l'accepte plus et que non, je la revendique plus. Ok, alors pour conclure avec la rubrique solo là, alors juste un mot pour les parents du coup d'enfants de la troisième culture, de parents expatriés. Il y en a peut-être qui regarderont cette émission et qui viennent de partir. Quel conseil pourrais-tu leur donner? En un mot. Enfin non, c'est pas un mot. Hein. Il faut que ce soit court, quoi. Le conseil, c'est surtout ne brimez pas vos enfants. Soyez ouverts à la compréhension, au dialogue. Le dialogue, c'est très important. Surtout quand les enfants sont d'une autre culture, viennent d'ailleurs. C'est vraiment avoir un dialogue, leur expliquer que oui, nous, on fait ça comme ça chez nous parce que ceci, parce que cela. Voilà, avoir un dialogue parce que pour eux, leur réalité, c'est ce qu'ils vivent. Et vous, en soi, vous êtes juste une petite partie en fait de leur réalité. Ceux qui les élèvent, bien évidemment, vous leur transmettez beaucoup de choses, mais leur réalité reste le pays dans lequel ils vivent. Donc, dialogue, ouverture d'esprit, ouverture et compréhension, et beaucoup d'amour. Parce que moi, j'en ai reçu beaucoup de ma mère, et je pense que c'est ça qui m'a permis, très sincèrement, de ne pas flancher. Parce que vraiment, c'est pas facile. C'est très difficile, mais on s'en sort et on fait plutôt pas mal. Yes. En tout cas, merci beaucoup, Rosia, pour cet échange. On a beaucoup appris, je pense, sur ce sujet de l'enfant de la troisième culture. J'aime bien le dire en anglais. Third culture kids. Voilà, vraiment, tu disais que ça faisait 40 ans que ça avait été découvert, quand on en parle. J'ai même vu qu'il y avait des livres qui avaient été écrits dessus, qu'il y avait des conférences qui étaient faites autour de ce sujet,
qui est très 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 passionnant et qui est très impactant en fait. Donc voilà, donc on a compris le rôle important du parent dans l'éducation de l'enfant de la troisième culture, qui va aider l'enfant à bien grandir et à pouvoir se trouver en fait un équilibre dans la société, pour qu'il sache d'où il vient, c'est toujours très important, pour qu'il sache qui il est et qu'il se définisse en tant qu'être humain tout simplement, et pas forcément se définir en tant que ses passeports, s'il en a 2 ou 3, ou en tant que les multiples cultures qu'il a en lui, quoi. Merci beaucoup Rosia pour cette émission. En tout cas, maintenant on va passer à un autre moment fun, une autre rubrique très sympa que je pense que vous aimez déjà, qui est la rubrique Ekoyebana. Tout de suite. Alors Rosia, maintenant, donc on est en plein dans la rubrique Ekoyebana, qui est une rubrique qui a été conçue pour mieux connaître en fait nos invités, pour les découvrir un peu autrement. Il est une rubrique assez fun. Alors pour toi, ça va être que je vais te présenter ce panier. D'accord. Et dans ce panier, il y a différents bouts de papier avec des questions marquées dessus. Donc tu vas devoir répondre aux questions et nous, on va te découvrir. Ok. Vas-y. Donc, okay. Alors, la première question. À ce jour, combien de pays as-tu visité? Tu peux pas compter, il y en a trop. J'avais compté il n'y a pas longtemps en plus. Je crois que j'ai été... Les pays où j'ai vécu, ça compte aussi? Oui. Ok. Je crois que c'était genre 12, quelque chose comme ça. Mais... Enfin, je sais plus trop. Multiculturel. Exactement. Mais je crois que c'est 12, quelque chose comme ça. D'accord. Ton pays de résidence préféré? Ce sera les Pays-Bas. Les Pays-Bas, pourquoi? Parce que les Pays-Bas, la météo, elle est nulle. Franchement, la météo, il fait gris, il pleut tout le temps. Mais ils avaient une capacité d'allier, en fait, the work-life balance, donc le travail et la vie. Donc, ils commencent à 9h, ils finissent à 17h, ils font quasiment tout à vélo. L'école, la qualité scolaire, elle est très très bonne. Bon, vous payez beaucoup d'impôts, mais vous voyez pourquoi vous payez des impôts. Les routes, elles sont bien. La nourriture, ça coûte pas très cher. C'est un peu le jardin de l'Europe. En fait, ils ont beaucoup de très écologique et tout. Écologique et tout ça. Donc, et puis, bon, après... C'est vrai que bon, j'habitais un petit peu dans une bulle internationale aux Pays-Bas, donc c'était un peu différent, mais c'est facile. Le pays est petit, donc tu peux facilement aller moi, j'habite à La Haye, et à Amsterdam, c'était 45 minutes de train. Et franchement, j'ai beaucoup aimé les Pays-Bas. D'accord. Ensuite. Alors. Oh my God. Qu'est-ce que c'est? Compte de 1 à 5 en Larry. Ah, et c'est pas. Non. Alors, on va apprendre. Hein. Okay. Moi, j'ai fait l'effort d'essayer de chercher. J'ai un peu triché avant l'émission. Alors, Moshi, c'est 1. Zolé, Tatou, Iya et Tanou, 5. Voilà. Okay. On aura appris. Vous aurez appris à compter de 1 à 5 en Larry. Voilà. Alors, connais-tu l'hymne national congolais? Je le connaissais, il fut un temps. Mais maintenant, non. On a compris que non. Ça, hors émission, on va apprendre. Alors, voilà. Tu parles combien de langues? Alors, je parle techniquement, je crois que c'est 5. Parce que je parle français, anglais, espagnol. Bon, pas très couramment, mais je peux parler, je peux comprendre presque tout. Kikongo couramment, et puis on va dire que je peux parler le lingala, mais avec beaucoup de mabaku, comme on dit, avec beaucoup de fautes, et je comprends le lari, donc techniquement 6, mais moi je dis toujours 5. D'accord. Parce que le lari, voilà quoi. Et enfin, est-ce que tu t'exprimes en langue vernaculaire? C'est-à-dire? Mais c'était du coup le lari, tout ça, mais tu as répondu. Oui, je m'exprime en Kikongo tous les jours. Ouais. Avec ma mère, on parle un peu de tout, mélangé, et oui. Hein, on a eu la réponse pendant la rubrique d'avant. Mais voilà, côté A, c'est terminé pour aujourd'hui. Surtout, n'arrêtez pas de nous suivre, de partager tous nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram. On va vous dire au revoir, mais pas seulement en français.
Hein? Donc déjà, à bientôt en français. Et ensuite, a la próxima vez. en lari. En lari. À bientôt. À bientôt. Bye.